En effet, c'est très amusant, en fait, d'entendre, enfin c'est amusant, mais c'est tragicomique, hein, en réalité, toutes ces questions sur le solutionnisme. En réalité, souvent, la question se résume, et encore, hein, je l'ai conscientisé, à diminuer les émissions de CO2. Voilà. En fait, l'hypothèse de base de tout ce qu'on appelle la transition écologique, l'hypothèse non dite, c'est qu'un monde parfait, un monde idéal, c'est un monde où on continuerait exactement pareil en émettant un peu moins de gaz à effet de serre, parce que quand même, on est conscientisé. Et en fait, ça, c'est presque... Alors moi aussi, je suis plutôt côté Gunther Anders, hein, c'est-à-dire je suis plutôt côté ultra pessimiste sur ce qui va nous arriver. Mais ça, c'est le seul truc sympa que je vais dire aujourd'hui, peut-être même ce mois-ci d'ailleurs, c'est qu'en réalité, on pourrait gagner sur tous les tableaux en même temps. C'est-à-dire que si on prend juste le temps de réfléchir 3 secondes, on se rend compte que ce sont essentiellement les mêmes mécanismes qui sont à l'origine de la chute de la vie sur Terre, dont le réchauffement climatique n'est qu'un petit aspect. J'insiste que dans le niveau catastrophique de diminution des populations animales actuellement, et même d'ailleurs de diminution de l'espérance de vie humaine, le réchauffement climatique ne joue jusqu'alors essentiellement aucun rôle. Donc on n'émettrait pas 1 gramme de CO2, on serait quand même à l'aube de la 6e extinction massive. Donc c'est très étrange d'un point de vue rationnel, factuel, cette surfocalisation sur le climat. Mais donc, disais-je, ce qui est assez amusant, c'est que si on dézoome un peu et qu'on regarde globalement l'affaissement de la vie sur Terre, ce qui n'est pas exactement un détail, on se rend compte donc que les causes sont quasiment les mêmes que l'affaissement du sens, du bonheur, de la créativité et de ce que Pablo appelait très justement la puissance d'être. Si vous voulez, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. La question sincère, c'est au-delà du gadget. Est-ce que nous souhaitons? Parce que, voilà, il faut être bien clair. L'intelligence artificielle, et peut-être mon ami Romain Couillet d'ailleurs est dans la salle, il a écrit ça très bien, a des externalités négatives catastrophiques en termes de néocolonialisme, en termes de dévastation des espaces naturels, en termes de perte de lien avec les non-humains, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'extraction de matières premières, en termes de dévastation des réserves naturelles, essentiellement des pays d'Afrique dans lesquels on enterre toutes les saloperies qui sont les externalités secondaires de ces choses-là. Tout ça est parfaitement exact, il faut le dénoncer. Mais on pourrait peut-être aussi se poser une question un peu plus fondamentale, à savoir, quand bien même toutes ces externalités seraient miraculeusement effacées. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible, hein, mais c'est une expérience de pensée. Quand bien même nous pourrions le faire, est-ce que nous souhaiterions vivre dans un monde où nous aurions des publicités ciblées, choisies pour décupler nos addictions, où nos polices d'assurance seraient calculées par des algorithmes objectivant le fait que si votre papa a eu un cancer, vous paierez beaucoup plus cher parce que votre probabilité objective de crever tôt est légèrement plus élevée, dans un monde où nos amants et nos amis seront choisis par des machines, dans un monde finalement où il n'y a plus d'excursion, d'inouï, d'errance, d'inattendu, de bifurcation, de failles, bref, de ce qui fait même la définition de l'existence. Existence, ça veut dire extraction. Exister, ça veut dire, par définition, ne pas suivre le flux inertiel. L'intelligence artificielle, par essence, par construction, quelle que soit la puissance des processeurs, est inertielle. Et donc, ce que je veux simplement dire, qui est extrêmement simple, presque trivial, c'est qu'en réalité, on n'a même pas besoin de regarder à quel point cette saloperie est en train de flinguer la planète, les pauvres gens dans les pays du Sud et les animaux. Il suffit de voir que c'est de toute façon insouhaitable pour nous. Mais il semble que nous ayons atteint un niveau d'ensorcellement, c'est même plus de l'endoctrinement à ce moment-là, c'est de l'ensorcellement où la question n'est pas même mise sur la table. Et en effet, sur les pas de Anders et de Pablo, on pourrait effectivement supposer, Catherine Thomas a aussi très bien théorisé cela, qu'en réalité la technique a dans une certaine mesure pris son autonomie. Alors bien sûr, on n'est pas encore exactement dans Terminator, c'est-à-dire que c'est sous notre contrôle, mais ce sont quand même indéniablement des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes. Et je crois que c'est un développement de type cancéreux. Pour m'amuser, j'ai appelé ça le prométome. Le prométome. Et si c'est effectivement correct, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Parce que la médecine nous a appris que la vision étiologique est nécessaire. On ne peut pas c'est-à-dire des causes, on ne peut pas se contenter de la vision symptomatique.
Pour le dire simplement, la réanimation, ça peut vous sauver, mais ça ne peut pas vous soigner. Et donc, il faut prendre un peu de recul. Il faut comprendre que les thérapies doivent être ciblées, qu'elles doivent être nombreuses, qu'elles ne peuvent être que systémiques. C'est la grande leçon de Galien concernant les cancers. Et surtout, qu'il faut travailler ce qu'on appelle la victoire. Et c'est ça qui est fondamental. Travailler ce qu'on appelle la victoire. Autrement dit, je crois que la question, en effet, du solutionnisme technique, il ne faut même pas la contrer en disant « ça ne va pas marcher ». Pourtant, c'est vrai que ça ne va pas marcher. Ils n'y arriveront pas. Mais c'est encore plus grave que ça. C'est quand bien même ça marcherait, ça serait quand même une grosse bouse. C'est ça mon hypothèse. Et on entend souvent aussi une critique de la science, notamment quand on pose ces questions-là, on va se dire justement le problème, c'est que la science a dévié de sa route ou que finalement on essaie de tout découper, tout mesurer, etc. Ça fait partie des critiques qu'on peut entendre et que donc il faut lâcher en quelque sorte une partie de ce projet en fait. Comment est-ce que tu réponds à ça, à ces critiques qu'on entend parfois, et est-ce qu'on peut avoir un point de vue critique de la raison et de la science qui soit constructif par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui, pas mesuré, parce que moi, les points de vue mesurés, ça me gave. Le temps est passé de la mesure. Vous savez, le gnangnan, là, ah mais la science, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. Bon, ça va bien, ça. Ça, c'est les excuses pour continuer, comme si tout allait bien. Je suis très content que tu aies mentionné Logos. Vous savez, nous sommes tous ici les fils et filles de Logos, cette invention géniale de la Grèce antique il y a quelques 2500 ans. C'est un concept extraordinaire qui est à la fois un principe de commencement et de commandement. C'est à la fois le langage et la rationalité. Et je crois que Logos, c'est à la fois le joyau et le fléau de l'Occident. Le joyau parce que tout ce qui fonctionne ici, les caméras, les micros, les télés, dont on pourrait se passer, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait 2 grandes télés avec rien dessus, mais bon, c'est un détail. Tout ça est fils et fille. Non, mais la critique est aisée. En vrai, peut-être qu'il y a d'autres orateurs qui utilisent des slides, et donc voilà, c'est facile de se moquer, je veux pas le faire. Mais sérieusement, tout ce qui fonctionne ici est effectivement fils et fille de Logos, et on est assez souvent content que ça fonctionne, et je suis content que mes enfants aient bénéficié d'IRM et de scanners quand ils étaient blessés. Très bien. Mais en contrepoint de cette victoire étincelante, Logos, c'est aussi notre fléau. Parce que je crois que c'est là qu'ont été éradiquées, invisibilisées, oubliées toutes les autres manières possibles d'habiter le monde. Et elles sont incroyablement nombreuses. En ce qui me concerne, la réflexion la plus scandaleuse que j'entende, je ne vais pas mâcher mes mots, je la trouve scélérate et raciste. C'est celle qui consiste à dire « Oui, vous avez raison, ça va mal, mais après tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez? C'est en nous. L'homme, il est comme ça. L'humain, il est comme ça. » Alors ça, c'est dégueulasse. Parce que d'abord, c'est faux. Et deuxièmement, c'est effectivement éhontément raciste. Pourquoi? Parce que c'est précisément oublier les innombrables autres civilisations qui ont habité cette planète et qui ne partageaient pas notre passion exclusive du Logos dans cette dichotomie dramatique de la nature et de la culture. Lisez d'Escola, nous sommes vraisemblablement la seule et unique civilisation de toute l'histoire à avoir osé inventer cette monstruosité, qui est d'ailleurs scientifiquement fausse, mais qui est surtout éthiquement dramatique, à savoir un mur sans porosité entre nous et tous les autres. Donc, nous ne nous demandons pas ce qu'on peut faire d'autre, il suffit de regarder ailleurs. Nous ne sommes pas encore, nous, j'entends l'Occident capitaliste contemporain, nous ne sommes pas encore les seuls habitants de cette planète, et nous n'avons pas encore totalement perdu la mémoire de toutes celles et ceux qui nous ont proposé tant d'alternatives. Je reviens rapidement à ce qu'on a dit juste avant. La science, je crois, est sur la brèche. Elle est sur la brèche. Parce que d'un certain point de vue, et c'est vrai, elle est complice du désastre. Je le dis en tant que scientifique, tous mes collègues vont me détester, c'est pas grave. C'est vrai. La science produit des outils qui, globalement, jouent dans le sens de la corroboration systémique. Qu'on le veuille ou non, peut-être à son corps défendant, mais ça, c'est un fait.
Mais en parallèle, la science est aussi un lieu particulièrement adapté aux révolutions, c'est-à-dire au renouvellement complet de l'ontologie, de l'être fondamental de ce qui nous entoure. Et donc, ce que je veux dire là, c'est pas une sorte de juste milieu un peu cucu, du genre la science, elle est ni toute bonne, ni toute mauvaise. En fait, elle est ce qu'on en fait. Et par conséquent, on est en situation de responsabilité extrême. Vous voyez, l'exemple des moteurs qu'a donné Pablo, il est très bien. Savez-vous, j'ai piqué ça à Laurent Castagnède, savez-vous par combien a été divisée la consommation d'une voiture en 80 ans? Moi, si on m'avait demandé ça, j'aurais dit que c'était divisé par 4 ou 5, grâce évidemment au progrès ingéniérique quant à l'efficacité. Vous savez quelle est la réponse? Ça n'a pas été divisé. C'est la même valeur qu'il y a 80 ans. Parce que oui, les moteurs sont plus efficaces, mais les voitures sont 5 fois plus lourdes. Donc à la fin, on n'a rien gagné. Ça, c'est le niveau souci d'ingénieur pour se rendre compte que l'astuce techno ne marche pas. C'est le niveau 1 de la réflexion. Mais le niveau 2, qui est celui que j'aimerais nous ayons aujourd'hui, il consiste à se dire, mais quand bien même on aurait effectivement divisé par 4 l'émission de CO2 ou d'essence ou de tout ce qu'on veut, enfin si elle émet de l'essence, elle ne va pas rouler, mais enfin bon, de gaz de combustion des voitures, quand bien même on aurait fait ça, ça résout rien, parce que le problème du tourisme, ce ne sont pas les émissions de CO2 de nos moyens de transport. Le problème du tourisme, c'est le tourisme en tant que tel. Ce sont tous ces lieux que nous maculons par notre seule présence, c'est ce rapport consumériste à l'ailleurs, c'est cette façon de vouloir consommer de l'exotisme. Tant qu'on reste dans cette logique, à mon avis, c'est échec et mat. Je